Les participants se retrouvent plongés dans un labyrinthe où se croisent cryptographie, mathématiques, littérature ancienne et références obscures. Il y a une sombre légende qui plane sur les forums comme 4chan, un endroit où l'anonymat a souvent servi de refuge pour des individus aux intentions inquiétantes. Parmi les histoires les plus troublantes, certaines concernent des meurtriers qui auraient utilisé ces espaces pour partager leurs crimes, comme un jeu macabre destiné à choquer et à attirer l'attention. Une de ces histoires parle d'un utilisateur anonyme qui avait posté sur le célèbre forum une question étrange et sinistre. Qu'est-ce que je garde dans le congélateur? Ce qui aurait pu sembler être une blague étrange est rapidement devenu bien plus dérangeant. L'utilisateur a ensuite partagé des photos de ce qui semblait être des morceaux de corps humains, accompagnés de marqueurs temporels pour prouver leur authenticité. Les images étaient explicites et terrifiantes, montrant des membres soigneusement découpés et emballés, rangés comme s'ils étaient de simples morceaux de viande. Les détails des photos, leur réalisme glaçant, et la précision des informations fournies ont laissé les spectateurs sans voix. Malgré les réactions de panique et d'incrédulité, aucune enquête concrète ne semble avoir émergé de cet incident. L'anonymat offert par 4chan, combiné au caractère international de la plateforme, rendait presque impossible la localisation de l'individu. Mais ce n'était pas la seule fois que le site était utilisé pour des révélations tout aussi morbides. Une autre histoire effrayante raconte qu'un utilisateur anonyme avait lancé une sorte de jeu sinistre sur le forum. L'idée était simple mais profondément troublante. L'utilisateur proposait un devine-le-nom basé sur une personne disparue. Les participants devaient trouver le nom correct en s'appuyant sur des indices. Pour pimenter ce jeu macabre, l'utilisateur avait offert un indice gratuit, une localisation approximative, suffisamment vague pour maintenir le mystère mais assez précise pour attiser la curiosité. Lorsqu'un utilisateur avait finalement trouvé le bon nom, le maître du jeu avait tenu sa promesse. Il avait partagé des coordonnées GPS qui menaient à l'endroit exact où la personne disparue était enterrée. Les forums avaient explosé de réactions, oscillant entre incrédulité et horreur. Ces histoires, bien que souvent reléguées au rang de légendes urbaines numériques, sont trop spécifiques et troublantes pour être totalement ignorées. Les détails macabres, les preuves fournies dans certains cas, et l'absence totale de pistes claires pour identifier les coupables ajoutent à leur aura de mystère. Si ces récits sont vrais, ils révèlent une facette terrifiante de l'anonymat en ligne, où des crimes inimaginables peuvent être partagés comme une forme de divertissement ou de défi. Ce qui est peut-être le plus glaçant, c'est que ces histoires pourraient ne représenter que la pointe de l'iceberg. Dans les années 90, il y avait ce type un peu excentrique qui avait décidé de créer une représentation de sa petite amie idéale en utilisant un logiciel. À l'époque, c'était un projet étrange et ambitieux. Il avait bricolé un portrait robot, une sorte de photo d'identité numérique, qu'il considérait comme l'incarnation de son amour. Fier de son œuvre, il l'avait ensuite postée quelque part sur Internet, espérant que cette mystérieuse femme existe réellement et qu'il pourrait la retrouver dans la vraie vie. L'homme était convaincu d'aimer cette image qu'il avait imaginée. Il parlait d'elle avec une passion étrange, comme si elle était déjà réelle. Mais au lieu de susciter de l'admiration ou de la curiosité, il était rapidement devenu la cible de moqueries. Les gens n'étaient pas tendres dans leurs commentaires. Un internaute avait même qualifié la femme de ses rêves de dents chiclets, un surnom cruel inspiré de ses dents parfaitement alignées et brillantes, un peu trop blanches pour sembler naturelles. L'histoire avait fait le tour des forums et des espaces de discussion de l'époque, mais elle s'était vite perdue dans les méandres d'Internet. Aujourd'hui, il est difficile de retrouver des traces de cet épisode étrange. On ne sait pas si cet homme a un jour trouvé celle qu'il cherchait désespérément ou si son rêve est resté suspendu dans les limbes de ses créations numériques. Peut-être a-t-il rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être continue-t-il encore aujourd'hui à chercher cette femme qui n'a peut-être jamais existé que dans son imagination. Une chose est sûre, il croyait fermement que cet amour, même virtuel, valait la peine d'être poursuivi. L'histoire de Ted, le spéléologue, est devenue une sorte de mythe numérique, une de ces légendes qui captivent les amateurs de mystère et d'horreur sur Internet.
Tout commence avec un blog apparemment banal tenu par un homme passionné par l'exploration des grottes, un certain Ted. Sur ce blog, il raconte en détail une expédition qu'il mène avec un ami dans une grotte jusque-là inexplorée, ou du moins, très peu documentée. Les premières rentrées du journal donnent le ton. Ted est un amateur enthousiaste, mais méthodique. Il décrit minutieusement les préparations nécessaires, l'équipement, et le frisson de découvrir des recoins cachés sous terre. Au début, les récits sont presque banals pour quiconque s'intéresse à la spéléologie. Ted décrit les passages étroits, les défis physiques et les sensations fortes que procure l'exploration de ces espaces isolés. Mais rapidement, le ton du blog commence à changer. À mesure que Ted et son ami s'enfoncent dans la grotte, ils découvrent une ouverture étrange, trop petite pour qu'ils puissent la traverser. Intrigués, ils décident d'élargir l'entrée, utilisant des outils pour gratter et creuser à travers la roche. Ce processus est laborieux et dangereux, mais leur curiosité les pousse à continuer. Après plusieurs jours de travail, ils parviennent enfin à ouvrir un passage suffisamment large pour passer. C'est là que les choses commencent à prendre une tournure plus inquiétante. Ted décrit une sensation oppressante en pénétrant dans ce nouveau tunnel. Il parle de bruits étranges, comme des chuchotements ou des coups sourds, qui semblent provenir de plus loin dans la grotte. Il note également que l'air semble devenir plus lourd, presque suffocant, ce qui est inhabituel pour un espace souterrain bien ventilé. Pourtant, malgré une certaine appréhension, Ted continue d'explorer, fasciné par l'idée de découvrir quelque chose d'inédit. Le récit devient de plus en plus sinistre. Ted commence à avoir des rêves étranges après ses visites dans la grotte, des cauchemars où il se sent observé ou poursuivi par une présence invisible. Ces rêves affectent son moral, mais il refuse d'abandonner. Il continue de revenir à la grotte, chaque fois plus déterminé à percer son mystère. Dans ses dernières entrées de blog, il mentionne avoir entendu des bruits de grattement, comme si quelque chose ou quelqu'un se trouvait de l'autre côté du tunnel qu'ils avaient ouvert. La dernière entrée de son blog est particulièrement troublante. Ted y annonce qu'il s'apprête à faire une autre expédition, probablement la dernière, pour explorer davantage cette section de la grotte. Il termine par une phrase devenue emblématique, « Je vous tiendrai au courant de ce que je trouve. » Et puis plus rien. Le blog s'arrête brusquement, sans explication. Il n'y a aucune mise à jour, aucune suite, aucune réponse à cette promesse laissée en suspens. C'est cette absence totale de conclusion qui a transformé cette histoire en une légende sur Internet. L'histoire de ce mystérieux panneau publicitaire et du numéro associé est un exemple fascinant des mystères modernes qui émergent des intersections entre marketing, art et folklore numérique. Selon les récits, le panneau publicitaire affichait un numéro qui, une fois composé, connectait l'appelant à un message vocal étrange et répétitif. Le numéro, souvent décrit comme un mélange de l'indicatif régional et de termes tels que top ou golf, semblait conçu pour intriguer et attirer l'attention. Lorsque les gens appelaient, ils entendaient une voix masculine ou robotique qui répétait un ensemble de mots ou de phrases dans un ordre précis, entrecoupé de pauses respiratoires étranges. Ce qui rendait l'expérience troublante était l'impression d'une répétition parfaite, les mots, le rythme et même les pauses semblaient identiques à chaque écoute, sans aucun signe d'erreur ou d'improvisation. Certains internautes qui ont étudié ces enregistrements affirment qu'il était impossible de distinguer si ces pauses et respirations étaient réelles ou artificiellement générées. Le panneau, le numéro et les enregistrements ont rapidement attiré l'attention sur des forums en ligne et des communautés comme Reddit. Les utilisateurs ont partagé leurs expériences, comparé les mots prononcés et tenté de déchiffrer un éventuel message codé ou une signification cachée. Certaines théories avançaient que cela pouvait être une campagne de marketing alternatif ou un projet artistique. D'autres penchaient vers des hypothèses plus sinistres, évoquant des numéros liés à des pratiques occultes, des messages d'espionnage ou même des expériences psychologiques. Malgré les efforts pour en comprendre l'origine, aucune explication définitive n'a émergé. Les indices semblaient fragmentés, et le panneau a fini par disparaître, tout comme le numéro, laissant derrière lui une énigme. Certains fragments subsistent en ligne, sous forme d'enregistrements ou de discussions sur des subreddits, mais le mystère reste entier. Cette histoire incarne l'étrangeté de l'ère numérique, où des éléments de la vie quotidienne peuvent rapidement devenir des puzzles collectifs, alimentant la fascination et l'imagination.
Le numéro et sa voix répétitive continuent de hanter ceux qui se souviennent de cette étrange expérience auditive, à la frontière entre réalité et fiction. Je me souviens encore de cette vidéo terriblement dérangeante qui circulait il y a quelques années. Un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, aux cheveux mi-longs et d'apparence assez banale, y parlait d'un sujet qui, en soi, suffisait à vous glacer le sang, le pillage de tombes. Ce qui rendait la vidéo encore plus perturbante, c'était son ton calme, presque didactique, comme s'il donnait une simple leçon ou partageait un hobby innocent. Mais il ne s'agissait pas d'un simple récit morbide. Ce type allait jusqu'à fournir des instructions détaillées pour préparer les restes humains à la vente. Sa manière de parler contribuait à l'étrangeté de la scène. Il avait une voix légèrement nasillarde, un accent difficile à situer et une façon de prononcer certains mots qui laissaient penser à un léger problème d'élocution. Pourtant, cela ne l'empêchait pas d'expliquer, avec une précision clinique, comment nettoyer les crânes humains. Il décrivait minutieusement les étapes nécessaires pour retirer les débris et la chair résiduelle, insistant sur l'importance d'éliminer tout ce qui pourrait causer un bruit de rattling lorsque le crâne était secoué. Ces détails, froids et mécaniques, donnaient l'impression qu'il avait une expérience réelle dans ce domaine. Personne, à ma connaissance, n'a jamais réussi à identifier cet homme ou à localiser l'endroit où il enregistrait ses vidéos. Il travaillait dans l'ombre, dans un monde parallèle où ce genre de pratique semblait être un commerce comme un autre. Ce qui reste encore plus mystérieux, c'est l'identité des acheteurs. Qui diable achète des ossements humains, et pourquoi? Était-ce pour des rituels, des collections macabres, des expériences scientifiques illégales? Toutes ces hypothèses restent sans réponse, mais elles alimentent un sentiment d'inquiétude profond. Le pire, c'est que cette vidéo, qui avait brièvement fait surface, a fini par disparaître, comme si elle n'avait jamais existé. Puis, il y a un an, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit dans ma propre région. Un homme a été arrêté pour exactement les mêmes actes décrits dans cette vidéo. Selon les rapports, il s'introduisait dans des cimetières isolés en pleine nuit, déterrait les restes, puis les emportait chez lui pour les nettoyer et les préparer à la vente. Les détails révélés par la police étaient terrifiants, il utilisait des outils spécialisés, des solvants, et même des méthodes artisanales pour restaurer les ossements. Certains crânes, disait-on, étaient polis jusqu'à briller. L'affaire a fait sensation pendant quelques jours, mais très vite, tout est tombé dans un silence étrange. La question qui me hante depuis est la même que pour cette vidéo, à qui ces restes étaient-ils vendus, et dans quel but? Les autorités n'ont jamais divulgué ces informations, peut-être parce qu'elles ne les avaient pas. Mais cela ouvre la porte à toutes sortes de théories. Un marché clandestin? Des collectionneurs privés au goût macabre? Des sectes ou des cultes pratiquant des rituels sinistres? Ces idées me poursuivent. Imaginer que des personnes quelque part considèrent ces restes humains comme des marchandises est une pensée qui dépasse l'entendement. Dans les profondeurs d'Internet, il existe une catégorie étrange et fascinante de sites web qui semblent défier toute logique ou utilité apparente. Ces sites, souvent qualifiés de créepy, partagent des caractéristiques communes, un design déconcertant, des contenus cryptiques, et une absence totale d'explication sur leur but ou leur origine. Leur existence a captivé et frustré des communautés en ligne pendant des années, alimentant des tentatives de décryptage et des théories plus étranges les unes que les autres. Ces sites affichent souvent des motifs répétitifs ou incohérents, des phrases sans lien apparent, des chiffres, des images abstraites ou inquiétantes, et parfois même des sons perturbants. Leur structure semble volontairement conçue pour désorienter les visiteurs, les plongeant dans une expérience déroutante où chaque clic mène à davantage de confusion. Certains contiennent des animations ou des vidéos au style surréaliste, avec des éléments visuels qui semblent pointer vers un message caché, mais sans jamais offrir de clé claire pour le comprendre. Des communautés comme Reddit ou des forums spécialisés se sont penchés sur ces sites, tentant de décoder leurs mystères. Les utilisateurs ont analysé les codes sources, scruté les métadonnées, et recherché des indices qui pourraient révéler un schéma ou un message sous-jacent. Ces efforts ont souvent débouché sur des théories intrigantes, mais rarement sur des conclusions définitives. Beaucoup pensent que ces sites sont intentionnellement cryptiques, conçus pour semer la confusion et encourager les visiteurs à chercher un sens là où il n'y en a pas forcément.
Les hypothèses sur leur origine varient. Certains pensent qu'il s'agit de projets artistiques ou expérimentaux, créés pour provoquer une réaction émotionnelle ou cognitive chez les visiteurs. D'autres y voient des canulars élaborés, destinés à tester les limites de la curiosité humaine. Quelques-uns avancent des théories plus sinistres, évoquant des projets d'espionnage, des messages codés pour des réseaux clandestins ou des expériences psychologiques sur le comportement humain. L'histoire de l'Excity-Kiepil est une des plus intrigantes et mystérieuses à émerger des profondeurs d'Internet. Elle commence sur Reddit, dans les toutes premières années de la plateforme, avant même l'apparition des subreddits spécialisés. Un utilisateur, connu sous le pseudonyme Religion of Peace, était un habitué de la communauté, connu pour ses contributions, souvent acerbes et provocantes, mais parfois teintées de sagesse et d'un humour noir. Puis, un jour, il a cessé de poster. Quelques mois plus tard, un autre utilisateur, prétendant être un ami de Religion of Peace, a pris le contrôle de son compte pour annoncer qu'il était décédé. Cette annonce semblait à première vue respectueuse, et beaucoup de membres de Reddit ont exprimé leurs condoléances. L'affaire aurait pu en rester là, mais certains utilisateurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Le profil de Religion of Peace contenait un lien vers un site nommé l'Excity-Kiepil.com, qui semblait héberger du contenu pornographique vintage. Mais les choses ont pris une tournure plus étrange lorsqu'ils ont découvert que le site abritait également des journaux de messages cryptés. Ces journaux étaient dissimulés dans le code source du site, accessible uniquement pour ceux qui savaient où chercher. En les examinant de plus près, les utilisateurs de Reddit ont trouvé des messages qui ne semblaient pas correspondre à un site pornographique ordinaire. Les messages mentionnaient des rendez-vous, des transactions et des instructions cryptiques qui faisaient penser à une activité beaucoup plus sinistre. Par exemple, certains logs parlaient d'organiser un service commémoratif pour Religion of Peace, mais les détails de cet événement étaient étranges. Ne donnez pas votre vrai nom au personnel de l'hôtel. Payez uniquement en dollars américains. Assurez-vous de ne pas être suivi. Gardez un profil bas. Les instructions donnaient l'impression d'une réunion secrète, presque clandestine. Les discussions en ligne se sont intensifiées lorsque des internautes ont fait le lien entre cette réunion et un événement survenu la même nuit. Un homme, décrit comme un mafieux ou un criminel de haut rang, a été tué par des tueurs à gages près du lieu où le service était supposé se tenir. Cette coïncidence a éveillé les soupçons, et beaucoup ont commencé à théoriser que Religion of Peace et ses associés étaient impliqués dans des activités illégales, voire un réseau d'assassins. Les archives du site l'Excity-Kiepil ont ensuite révélé des mentions de contrats, de paiements, et même de détails qui ressemblaient à des préparatifs pour des missions paramilitaires ou des assassinats. Les spéculations allaient bon train. Ce site était-il une façade pour un réseau de tueurs à gages? Religion of Peace était-il un vétéran militaire reconverti dans des activités clandestines? Ou tout cela n'était-il qu'un canular élaboré? Le site a finalement été retiré, et ce qui reste aujourd'hui se résume à des captures d'écran des journaux de messages et à des discussions sur Reddit ou YouTube. La chaîne YouTube Barely Sociable a produit une vidéo approfondie sur le sujet, explorant les moindres détails et théories autour de cette affaire. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est l'absence totale de certitude. Les messages sont suffisamment vagues pour laisser place à l'interprétation, mais aussi étrangement précis dans certains détails, ce qui renforce l'idée qu'il pourrait s'agir d'un réseau réel. La mort de Religion of Peace et la rapidité avec laquelle le site a été supprimé ajoutent une couche supplémentaire de mystère. Une jeune fille a disparu ou a été tuée dans une région bien définie, laissant derrière elle une communauté bouleversée et des questions sans réponse. L'enquête, bien que menée avec sérieux, n'a pas permis de résoudre le mystère, et au fil du temps, l'affaire a sombré dans l'oubli pour beaucoup, sauf pour ceux qui suivaient encore ce drame de près. C'est alors qu'une vidéo troublante a surgi sur YouTube, perturbant ceux qui connaissaient l'histoire. La vidéo, intitulée avec la date anniversaire de la disparition ou de la mort de la jeune fille et mentionnant l'emplacement du drame, montrait un vieil homme blanc au visage creusé, vêtu simplement, assis devant la caméra. Pendant plusieurs minutes, il ne disait rien. Il se contentait de fixer l'objectif avec un regard intense et dérangeant, son expression oscillant entre la satisfaction et une sorte de plaisir sadique. À un moment donné, il a commencé à rire, un rire guttural et inquiétant,
qui semblait durer une éternité. Le son de son rire, à la fois incontrôlable et profondément dérangeant, amplifiait le malaise de la scène. Quand la vidéo s'est enfin terminée, il ne restait que le sourire de cet homme figé dans une grimace étrange et troublante, avant que l'écran ne devienne noir. Aucune explication, aucun message, rien d'autre que cette présence sinistre. Pour ceux qui connaissaient l'histoire de la jeune fille disparue, cette vidéo a immédiatement éveillé des soupçons. Était-il lié à l'affaire? Se moquait-il de la souffrance de la famille? Ou s'agissait-il simplement d'un individu dérangé cherchant à attirer l'attention en exploitant un événement tragique? La vidéo a été retirée peu de temps après, mais pas avant que des captures d'écran et des enregistrements aient été partagés dans divers forums en ligne. Ceux qui ont vu la vidéo disent encore ressentir un profond malaise en repensant au rire de cet homme et à son regard vide, et l'identité de l'individu reste à ce jour un mystère. L'histoire de Philip Taylor Kramer, bassiste du groupe de rock psychédélique Iron Butterfly devenu ingénieur en informatique, est l'un de ces mystères fascinants qui ont alimenté les premières théories conspirationnistes sur Internet. Ce qui rend son cas si intrigant, c'est le mélange de son passé musical, de ses prouesses technologiques et des circonstances étranges entourant sa disparition et sa mort. Kramer avait rejoint Iron Butterfly dans les années 1970, après que le groupe avait déjà connu le succès avec des morceaux emblématiques. Après son passage dans la musique, il a choisi un chemin inattendu, il est devenu un ingénieur spécialisé en informatique et en physique. Kramer s'intéressait particulièrement aux technologies émergentes, notamment la compression de données et les communications numériques. Il prétendait même avoir travaillé sur des projets révolutionnaires, allant de la compression de données à des concepts futuristes sur la gravité et le voyage dans l'espace. Mais ce n'est pas seulement sa carrière qui a suscité l'intérêt. Peu avant sa mort, Kramer affirmait qu'il travaillait sur des découvertes qui, selon lui, changeraient le monde. Il évoquait des avancées dans le domaine de la communication instantanée à travers l'univers et affirmait que ses recherches avaient attiré l'attention de puissances intéressées à les garder secrètes. Il semblait de plus en plus préoccupé, voire paranoïaque, affirmant que sa vie était en danger. Le 12 février 1995, Kramer devait récupérer un associé à l'aéroport de Los Angeles. Cependant, après avoir passé un appel à sa famille où il aurait déclaré qu'il allait se suicider, il a disparu sans laisser de traces. Cette disparition a déclenché une enquête intense, alimentée par le comportement étrange de Kramer dans les mois précédant son départ. Pendant 4 ans, aucun signe de Kramer n'a été trouvé. Puis, en mai 1999, son van a été découvert au fond d'un ravin dans les montagnes de Malibu, avec ses restes à l'intérieur. Bien que son décès ait été officiellement déclaré comme un suicide, les circonstances autour de sa mort n'ont jamais été complètement élucidées. La mort de Kramer a rapidement attiré l'attention des théoriciens du complot, en raison de plusieurs éléments troublants. Ses recherches technologiques sensibles, Kramer aurait travaillé sur des algorithmes de compression de données et des théories gravitationnelles avancées. Certains pensent qu'il avait découvert ou développé quelque chose d'extrêmement précieux et que cela aurait pu représenter une menace pour des intérêts puissants. Comportement étrange, avant sa mort, Kramer semblait convaincu qu'il était suivi. Il aurait exprimé des craintes concernant sa sécurité et celle de sa famille. Ces déclarations ont conduit certains à penser qu'il avait peut-être été réduit au silence. Lien avec la technologie militaire, des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait collaboré avec des agences gouvernementales ou des organisations secrètes sur des projets à caractère militaire ou stratégique. Le manque de preuves concluantes, bien que sa mort ait été classée comme un suicide, la nature prolongée de sa disparition, le lieu isolé où son véhicule a été trouvé, et l'absence de notes explicatives ou de preuves solides ont laissé la porte ouverte aux spéculations. Dans les premières années de l'Internet, cette affaire a captivé les forums et les communautés en ligne. Les détails de sa carrière, son comportement avant sa disparition, et la découverte de son corps faisaient de cette histoire un terreau fertile pour les théories conspirationnistes. Pourtant, au fil des années, l'intérêt pour le cas de Philip Taylor Kramer semble s'être éteint, éclipsé par d'autres mystères et scandales. En 1993, au début de l'ère d'Internet accessible au grand public, une page mystérieuse a circulé, attirant l'attention de nombreux curieux.
Cette page contenait des instructions incroyablement détaillées pour fabriquer de l'ecstasy, MDMA, un stimulant psychoactif connu pour ses effets euphoriques. Ce qui rendait ce document particulièrement frappant, c'était son contenu. Il semblait avoir été rédigé par quelqu'un possédant une solide expertise scientifique, probablement un chimiste ou un chercheur ayant une connaissance approfondie des réactions chimiques nécessaires. Contrairement aux descriptions vagues ou simplifiées que l'on trouve dans certains guides amateurs, cette page proposait des explications précises sur la synthèse chimique, les dosages exacts, les équipements nécessaires, ainsi que les étapes à suivre pour obtenir un produit final pur. Les réactions chimiques étaient décrites avec une clarté qui montrait une grande maîtrise du sujet. Cela suggérait que l'auteur n'était pas seulement un amateur éclairé, mais probablement quelqu'un issu du domaine de la chimie organique ou pharmaceutique. Ce genre de contenu était rare à l'époque, car Internet n'était pas encore saturé d'informations comme il l'est aujourd'hui. Les forums étaient émergents, et le partage de ce type d'informations techniques sensibles était encore très limité. La page en question a rapidement gagné en notoriété parmi les groupes intéressés par les substances psychoactives, mais aussi parmi les autorités, qui considéraient ce type de contenu comme une menace potentielle. Les théories sur l'origine de cette page abondent. Certains pensent qu'elle aurait pu être publiée par un ancien chimiste de l'industrie pharmaceutique, frustré par la réglementation sur les substances contrôlées. D'autres estiment qu'elle aurait pu être créée à des fins purement éducatives, bien que cela semble peu probable compte tenu de la nature illégale de la substance. Une autre hypothèse est qu'il s'agissait d'un document volontairement diffusé pour attirer l'attention ou piéger ceux qui tentaient de fabriquer la drogue. La page a été rapidement supprimée lorsque les autorités ont pris conscience de son existence. Cependant, son contenu n'a pas disparu pour autant. Des copies ont été enregistrées et distribuées sur des réseaux clandestins ou des forums spécialisés. Avec le temps, ces informations ont été intégrées dans des livres, des guides ou même sur des sites du dark web, contribuant à la mythologie entourant cette période de l'Internet naissant. L'identité du créateur principal du Bitcoin, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, reste l'un des plus grands mystères de l'ère numérique. Depuis la création de la crypto-monnaie en 2009, Satoshi a captivé l'imaginaire collectif, et les spéculations sur qui il ou elle pourrait être continuent de fasciner économistes, cryptographes et passionnés de technologie. Selon les premières publications, Satoshi Nakamoto aurait rédigé le livre blanc de Bitcoin et développé son logiciel initial. Communiquant exclusivement par email et forum, Satoshi a collaboré avec d'autres développeurs pour affiner et lancer le réseau. Puis, en 2011, il ou elle a brusquement cessé toute communication, affirmant que Bitcoin était désormais entre de bonnes mains. Depuis, Satoshi n'a jamais refait surface. L'un des éléments les plus intrigants de cette énigme est le portefeuille de Bitcoin attribué à Satoshi. Ce portefeuille contiendrait environ 1 million de Bitcoin, soit une somme astronomique, qui ferait de Satoshi l'une des personnes les plus riches du monde si ces fonds n'étaient jamais utilisés. Pourtant, ce portefeuille reste totalement inactif depuis la création de Bitcoin, sans qu'aucune transaction n'y ait été effectuée. Ce silence numérique alimente toutes sortes de théories. Certaines hypothèses avancent que Satoshi attend le moment idéal pour vider le portefeuille, peut-être dans un contexte où la crypto-monnaie atteindrait une valeur maximale. Cette idée, bien que spéculative, effraie certains investisseurs, car une vente massive de ces bitcoins pourrait provoquer un effondrement du marché. D'autres pensent que Satoshi pourrait avoir perdu l'accès à son portefeuille, oubliant ou perdant la clé privée nécessaire pour effectuer des transactions, ce qui rendrait ces bitcoins irrémédiablement bloqués. Quant à l'identité de Satoshi, de nombreuses théories ont vu le jour. Certains pensent qu'il s'agit d'un individu solitaire, un génie du code travaillant dans l'ombre. Des noms comme Alfinet, un cryptographe reconnu, ou Nick Szabo sont souvent cités, mais aucune preuve concluante n'a été apportée. Une autre hypothèse est que Satoshi est en réalité un groupe de personnes. Les compétences techniques et économiques nécessaires à la création de Bitcoin pourraient difficilement provenir d'une seule personne. D'autres encore affirment que Satoshi pourrait être une entité gouvernementale ou même une agence comme la NSA, ayant conçu Bitcoin pour des raisons stratégiques. Enfin, certains théoriciens du complot vont jusqu'à suggérer que Satoshi n'a jamais existé, et que le pseudonyme cache une invention collective.
Le mystère de Satoshi Nakamoto n'est pas seulement une question d'identité. Il touche à des enjeux profonds, notamment sur la nature décentralisée de Bitcoin. L'absence de Satoshi renforce l'idée que Bitcoin est sans maître, un système indépendant de tout contrôle centralisé. En ce sens, même si son créateur reste inconnu, Bitcoin a continué de prospérer. Cependant, l'idée que quelque part, un portefeuille contenant 1 million de Bitcoin existe toujours, inactif et intouché, ajoute une couche de mystère. Cela laisse ouverte la possibilité que, un jour, un mouvement soit enregistré sur ce portefeuille, ramenant l'énigme de Satoshi au cœur des discussions mondiales. Jusqu'à ce moment, le mythe de Satoshi Nakamoto reste une des légendes les plus captivantes de l'ère numérique. Cette histoire de la suppression d'un monde Minecraft par un père a marqué de nombreux internautes. Dans le post original, le père expliquait qu'il avait effacé le monde Minecraft de son fils en guise de punition, sans comprendre l'attachement émotionnel profond que l'enfant avait pour cet univers virtuel. Le post décrivait les conséquences immédiates, son fils était bouleversé, il refusait de manger, et semblait plongé dans une tristesse intense. Le père, visiblement dépassé, avait publié pour demander conseil sur la manière de gérer la situation et réparer les dégâts. Les réactions au post étaient partagées. Certains utilisateurs critiquaient sévèrement le père, lui reprochant d'avoir sous-estimé l'importance d'un espace créatif où son fils avait probablement investi des centaines d'heures. D'autres tentaient de lui expliquer que pour un enfant, un monde Minecraft peut représenter bien plus qu'un simple jeu. C'est un lieu d'évasion, d'expression personnelle, et parfois même une source de fierté. Quelques utilisateurs plus conciliants lui suggéraient de trouver un moyen de se racheter, comme aider son fils à reconstruire son monde ou même investir dans un serveur pour que son fils puisse jouer en toute sécurité. Malheureusement, après ce post initial, il semble qu'il n'y ait jamais eu de véritable suivi de la part du père. Beaucoup se demandent encore comment la situation a évolué, surtout à cause de l'état alarmant dans lequel l'enfant semblait se trouver. L'histoire a laissé un impact durable sur ceux qui l'ont lu, devenant une sorte de leçon sur l'importance de comprendre et de respecter les passions des enfants, même si elles semblent insignifiantes aux yeux des adultes. En janvier 2013, Elisa, une étudiante canadienne en voyage en Californie, a disparu sans laisser de traces alors qu'elle séjournait au Cecil Hotel, un lieu déjà chargé d'une sombre réputation. Quelques semaines plus tard, son corps a été découvert dans l'une des citernes d'eau du toit de l'hôtel, déclenchant une avalanche de questions auxquelles aucune réponse claire n'a jamais été apportée. Ce qui a rendu cette affaire particulièrement dérangeante, c'est une vidéo publiée par les autorités alors que la disparition d'Elisa était encore un mystère. Enregistrée par une caméra de surveillance dans un ascenseur de l'hôtel, elle montre Elisa agissant de manière inexplicable. Elle entre dans l'ascenseur et semble attendre que les portes se ferment, mais elle reste ouverte. Elle appuie sur plusieurs boutons, regarde nerveusement dans le couloir, puis se cache dans un coin de l'ascenseur. À plusieurs reprises, elle sort pour regarder autour d'elle, comme si elle cherchait ou craignait quelqu'un. Elle fait ensuite des gestes étranges avec ses mains, comme si elle communiquait ou interagissait avec quelque chose ou quelqu'un d'invisible. Finalement, elle quitte l'ascenseur, et les portes se ferment peu après, mais elle ne revient jamais. Ce sera la dernière fois qu'elle est vue vivante. Les jours passent, et ses proches, ainsi que la police, intensifient les recherches. Puis, en février 2013, des clients de l'hôtel commencent à se plaindre de la qualité de l'eau, elle a un goût étrange et une couleur inhabituelle. Lors de l'inspection des citernes d'eau sur le toit, les employés découvrent le corps d'Elisa, en état de décomposition avancée. La découverte choque l'opinion publique et soulève de nombreuses questions. L'accès au toit de l'hôtel était censé être verrouillé, et les citernes étaient difficiles à atteindre, nécessitant une échelle pour y accéder. De plus, leur ouverture était suffisamment lourde pour qu'il semble improbable qu'Elisa ait pu l'ouvrir seule. Ces détails ont alimenté des théories allant du meurtre au paranormal, en passant par la possibilité qu'Elisa ait souffert d'un épisode de trouble mental. Il a ensuite été révélé qu'elle avait des antécédents de troubles bipolaires et qu'elle ne prenait peut-être pas correctement ses médicaments à l'époque. Malgré une enquête approfondie, la mort d'Elisa a été classée comme accidentelle. Selon la police,
elle aurait accédé au toit par ses propres moyens et serait tombée ou entrée volontairement dans la citerne, sans pouvoir en sortir. Cependant, cette conclusion n'a pas convaincu tout le monde. Beaucoup se demandent encore comment elle a pu accéder au toit sans déclencher d'alarme, comment elle est entrée dans la citerne, et pourquoi elle semblait si perturbée dans la vidéo de l'ascenseur. En 2009, une vidéo étrange intitulée « Et fil fantastique » a été mise en ligne sur YouTube, mettant en scène un androïde humanoïde nommé Tara. Vêtue simplement, elle apparaissait immobile dans un décor minimaliste, chantant une chanson au ton monotone. Les paroles répétitives, telles que « Je me sens fantastique » et « S'il te plaît pars, renforçaient l'atmosphère troublante de la séquence. Sa voix synthétique et les mouvements rigides du robot donnaient une impression à la fois fascinante et profondément dérangeante. La vidéo comportait également des plans abrupts et apparemment aléatoires montrant un jardin extérieur, sans aucun contexte ou explication, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de mystère. Beaucoup ont vu dans cette vidéo une simple démonstration artistique ou technologique. Le créateur de l'Android, supposément un certain John Bergeron, aurait voulu montrer les capacités d'un robot chanteur dans une démarche expérimentale. Les paroles répétées et l'ambiance générale pourraient refléter une exploration des émotions humaines vues à travers l'objectif d'une machine. Cependant, l'absence d'explication claire a ouvert la porte à des théories bien plus sombres. Parmi celles-ci, la plus répandue suggérait que le créateur de la vidéo était un tueur en série. Certains spectateurs ont interprété les paroles de la chanson comme des messages cryptiques émanant d'une victime, tandis que le jardin montré dans les plans de coupe aurait pu être, selon eux, un lieu où des corps étaient enterrés. Bien qu'aucune preuve ne soutienne ces suppositions, cette théorie macabre a contribué à la popularité de la vidéo, transformant une démonstration robotique en un phénomène de culture Internet. L'étrangeté de « Et fil fantastique », combinée à l'imagination débordante des internautes, a suffi pour entretenir le mystère. Plus d'une décennie plus tard, cette vidéo continue de susciter le débat et de fasciner, preuve que ce qui n'est pas expliqué attire inévitablement des récits qui dépassent la réalité. Selon les récits, une femme qui vivait en Corée du Sud et croyait fermement qu'elle était espionnée et manipulée, soit par le gouvernement, soit par une organisation secrète. Cette conviction l'avait poussée à transformer son appartement en une sorte de forteresse paranoïaque, visible aux yeux du monde grâce à des webcams qu'elle avait installées elle-même. Les diffusions en direct montraient son quotidien dans cet environnement chaotique et angoissant. Sa porte d'entrée était presque toujours barricadée, parfois avec des meubles empilés ou des objets lourds pour empêcher quiconque d'entrer. Des pancartes manuscrites tapissaient les murs de son appartement, portant des messages cryptiques ou directement adressés à ceux qu'elle pensait être ses oppresseurs. Ces messages, souvent incohérents, révélaient une peur intense et un sentiment d'urgence permanent. Le flux des webcams capturait des moments de sa vie ordinaire, mais teintés de ce contexte oppressant. Elle était vue en train de dormir, de travailler sur son ordinateur, ou simplement de s'asseoir dans sa chambre. Ces diffusions ont attiré l'attention de nombreux internautes, certains intrigués par son histoire, d'autres plus critiques ou cyniques. Il y avait aussi une dimension voyeuriste qui dérangeait, certaines personnes regardaient les flux uniquement pour le frisson étrange de pénétrer dans la vie privée d'une personne en détresse. Avec le temps, les webcams ont cessé de diffuser, et son histoire a lentement disparu des discussions en ligne. L'absence de mise à jour a laissé de nombreux spectateurs se demander ce qu'il était advenu d'elle. Peut-être a-t-elle trouvé de l'aide, ou peut-être son isolement s'est-il intensifié en dehors du regard du public. L'histoire de l'homme qui aurait tenté de tester un nouveau masque à gaz, mais qui a accidentellement créé du chlore gazeux, est l'une de ces anecdotes sinistres et mystérieuses qui circulent en ligne, souvent entourées de spéculations et d'une fascination morbide. Selon les récits, cet individu avait acheté ou fabriqué un masque à gaz et voulait en tester l'efficacité. Dans un post en ligne, probablement sur un forum ou une plateforme comme 4chan ou Reddit, il aurait expliqué son projet et documenté les préparatifs. Pour son test, il a décidé de mélanger des produits chimiques ménagers, sans apparemment comprendre qu'il combinait des ingrédients qui produisent du chlore gazeux, un gaz hautement toxique utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Les premiers messages qu'il publie sont anodins,
détaillant le processus et montrant une certaine fierté pour son expérience. Mais rapidement, le ton de ses mises à jour change. Il commence à signaler qu'il ressent des picotements dans les yeux, une sensation de brûlure dans les poumons et une gêne générale. Puis, dans un post particulièrement alarmant, il mentionne que sa peau commence à absorber le gaz et qu'il ressent une douleur intense. Malgré ces symptômes, il semble hésiter à appeler les secours, soit par peur des conséquences, soit parce qu'il ne réalise pas la gravité de la situation. Les mises à jour deviennent de plus en plus rares et inquiétantes. Son dernier message, d'après les archives relayées en ligne, indiquait qu'il avait du mal à respirer et qu'il se sentait extrêmement faible. Après cela, plus aucune nouvelle. Les utilisateurs qui suivaient l'affaire ont commencé à s'inquiéter, spéculant sur ce qui avait pu lui arriver. Certains pensent qu'il est mort des suites de l'intoxication, tandis que d'autres suggèrent qu'il a simplement décidé de se retirer discrètement pour éviter d'attirer davantage l'attention sur son erreur. L'histoire de coupe-mes-pieds.com est un exemple de ces étranges coins d'Internet qui captivaient et dérangeaient en même temps. Le site, selon les souvenirs de ceux qui l'ont visité, était créé par un homme dont les pieds étaient paralysés, probablement à la suite d'un accident ou d'une maladie. Son objectif, aussi inhabituel que controversé, était de les faire amputer pour pouvoir les remplacer par des prothèses, lui permettant de retrouver une certaine mobilité et une meilleure qualité de vie. Ce qui rendait le site particulièrement perturbant était son ton brut et direct. L'homme expliquait en détail pourquoi il en était arrivé à cette décision. Il semblait frustré par le fait que, bien que ses pieds soient inutilisables, les médecins refusaient de pratiquer une amputation volontaire. Cette frustration l'avait conduit à envisager d'autres solutions, plus extrêmes. Certaines pages du site auraient mentionné des plans pour se couper lui-même les pieds ou chercher un moyen non médical pour parvenir à ses fins. L'histoire de ce site soulève plusieurs questions éthiques et médicales. L'idée d'une amputation volontaire est extrêmement controversée dans le domaine de la médecine, car elle va à l'encontre des principes habituels de la pratique. Cependant, il existe des conditions médicales rares, comme le trouble de l'intégrité corporelle, où les personnes ressentent un besoin profond et souvent incompris de supprimer une partie de leur corps qu'ils considèrent comme étrangère ou inutile. Si l'homme derrière cutofmefit.com souffrait de cette condition, cela expliquerait en partie son désir intense et sa démarche inhabituelle. Le site, cependant, semblait aller au-delà d'une simple demande d'aide. Selon certains témoignages, il pourrait avoir inclus des appels à la communauté en ligne pour obtenir des conseils sur la manière de réaliser une amputation, ou même des demandes de soutien financier pour payer une procédure à l'étranger. Cela a suscité un mélange de fascination et de répulsion chez les visiteurs. Certains le voyaient comme une personne désespérée cherchant une solution, tandis que d'autres le considéraient comme dangereux, autant pour lui-même que pour les autres. Bruno était un créateur de contenu connu pour ses vidéos absurdes, dérangeantes et souvent choquantes. Son contenu variait entre humour noir, performances étranges et moments de pur non-sens. Parmi ses vidéos les plus notoires, on trouve des titres comme « Objet qu'on peut mettre dans mon cul », une liste scandaleuse et volontairement provocante, et « Margaret Thatcher est morte », qui célébrait avec un enthousiasme inexplicable la mort de l'ancienne première ministre britannique. Bruno cultivait une image excentrique, presque caricaturale, et ses vidéos étaient un mélange de comédie absurde et d'humour perturbant. Son style était volontairement chaotique, souvent sans structure, ce qui attirait une niche de spectateurs fascinés par son étrangeté. Cependant, son contenu dépassait parfois les limites du conventionnel, flirtant avec l'inconfort et le malaise, ce qui faisait partie intégrante de son attrait. Puis, soudainement, Bruno Porosnik et toutes ses vidéos ont disparu de YouTube. Sans avertissement ni explication, sa chaîne a été supprimée, et avec elle, tout son contenu. Cette disparition soudaine a laissé ses fans perplexes et a donné naissance à une multitude de théories sur ce qui aurait pu se passer. Certaines théories suggèrent que Bruno aurait lui-même décidé de supprimer son contenu, peut-être par honte, remords, ou simplement parce qu'il voulait tourner la page sur cette phase de sa vie. D'autres pensent que YouTube aurait supprimé sa chaîne en raison de violation des règles de la plateforme, bien que rien ne confirme cette hypothèse. Des spéculations plus sombres circulent également. Certains pensent qu'il aurait pu être victime d'une pression extérieure,
comme des menaces ou un harcèlement, qui l'auraient poussé à disparaître. Quelques théoriciens du complot imaginent même qu'il aurait subi des conséquences graves, bien que cela reste hautement improbable et non fondé. Aujourd'hui, Bruno Porosnik reste une figure culte pour ceux qui se souviennent de ses vidéos. Il y avait une vidéo étrange que je me souviens avoir vue enfant, et elle m'a profondément marqué. Elle montrait une fille déguisée en lapin, comme une sorte de danseuse ou de personnage burlesque, qui faisait du tap-dance. Ce qui rendait cette vidéo si perturbante, c'était son aspect visuel. Elle semblait avoir été filmée avec une vieille caméra VHS, avec des couleurs granuleuses et un éclairage terne qui donnait à la scène une ambiance inquiétante. Ce n'était pas juste une question de qualité d'image, c'était aussi la manière dont la fille bougeait. Elle semblait légèrement déséquilibrée, et je crois même que l'une de ses jambes était plus grande ou plus épaisse que l'autre, ce qui rendait sa danse bizarrement mécanique, presque douloureuse à regarder. La vidéo avait une musique en arrière-plan, un morceau de tap-dance classique qui semblait mal synchronisé avec ses mouvements. C'était déjà troublant, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la fin de la vidéo. Dans les dernières secondes, la fille arrête de danser et commence à marcher lentement vers la caméra. Elle ne fait rien de particulièrement effrayant, mais il y a quelque chose dans la façon dont elle s'avance, silencieusement, alors que la musique s'arrête brusquement. C'était comme si elle brisait une frontière invisible entre le spectateur et l'écran. Ce moment m'a glacé le sang. Je n'ai aucune idée d'où venait cette vidéo ou pourquoi je l'ai vue. Peut-être était-ce sur une vieille cassette trouvée par hasard, ou un segment diffusé sur une chaîne locale étrange. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a marqué pour de mauvaises raisons. John Titor, un prétendu voyageur temporel, a émergé sur les forums en ligne en 2000, captivant des milliers d'internautes avec des récits intrigants. Il affirmait venir de l'année 2036, une époque marquée par des bouleversements mondiaux, notamment une guerre civile aux États-Unis et une guerre nucléaire qui aurait décimé la population mondiale. Selon lui, il avait été envoyé dans le passé pour récupérer un IBM 5100, un ordinateur des années 1970 doté de fonctionnalités uniques nécessaires pour corriger un bug informatique critique dans son époque. Titor prétendait s'être arrêté en l'an 2000 pour des raisons personnelles, notamment pour rendre visite à sa famille. Ces messages détaillaient le fonctionnement de sa machine à voyager dans le temps, qu'il disait basée sur des singularités gravitationnelles créées par General Electric. Il partageait même des croquis et des explications qui, bien qu'invraisemblables pour les physiciens modernes, suscitaient fascination et débat parmi les passionnés de science-fiction et de physique théorique. En plus des aspects techniques, Titor faisait des prédictions, notamment une guerre civile américaine débutant en 2004, qui conduirait à un conflit nucléaire en 2015. Il décrivait également un futur où la société s'était restructurée en petites communautés agricoles après l'effondrement des institutions modernes. Cependant, à mesure que le temps passait et que ces prédictions ne se réalisaient pas, beaucoup ont commencé à remettre en question sa crédibilité. Titor avait évoqué l'idée de lignes temporelles divergentes, suggérant que son intervention dans le passé avait peut-être modifié les événements de notre réalité, expliquant pourquoi ces prophéties ne s'étaient pas réalisées. Cette notion renforçait le mystère tout en rendant impossible de prouver ou réfuter ces affirmations. En 2001, Titor a cessé de poster, laissant derrière lui une légende. Depuis, plusieurs enquêtes ont été menées pour découvrir l'identité réelle de John Titor, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée. Certains pensent qu'il s'agissait d'un canular élaboré par un passionné de science-fiction ou un collectif, tandis que d'autres croient encore à la véracité de ces récits. L'histoire du mystérieux jeu de simulation agricole avec un sombre rebondissement a captivé Reddit et alimenté des discussions enflammées parmi les amateurs de jeux vidéo et les amateurs de mystère. Tout a commencé lorsqu'un utilisateur de Reddit a posté un message évoquant un jeu de simulation agricole qu'il aurait découvert ou joué dans le passé. Selon ses souvenirs, le jeu semblait au départ banal, typique du genre, vous gérez une ferme, cultivez des plantes, élevez du bétail, et interagissez avec des personnages dans un cadre rural paisible. Cependant, l'utilisateur a révélé qu'il y avait un rebondissement troublant dans le jeu. À un moment donné, vous tuiez votre femme, soit à la suite d'une dispute, soit dans le cadre d'un événement narratif obligatoire,
et le jeu basculait soudainement dans un gameplay complètement différent. Il fallait désormais couvrir le meurtre, cacher le corps, éviter les soupçons des villageois, et continuer à gérer la ferme tout en dissimulant votre crime. Le jeu, prétendait-il, devenait alors un mélange fascinant de gestion agricole et de thriller psychologique. Ce post a rapidement attiré l'attention de la communauté, et de nombreux utilisateurs ont tenté de retrouver le jeu en question. Certains ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un jeu obscur, peut-être créé par un développeur indépendant ou dans le cadre d'un projet expérimental. Cependant, malgré des recherches approfondies et des discussions intenses, aucune preuve de l'existence du jeu n'a été trouvée. Aucun titre correspondant, aucune capture d'écran, rien qui puisse confirmer la véracité des souvenirs de l'auteur du post. Cette absence de preuves a conduit à plusieurs théories. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un projet indépendant ou d'un prototype jamais officiellement publié. D'autres suggèrent qu'il pourrait avoir été retiré de la circulation pour des raisons juridiques ou éthiques. Une autre théorie populaire est que l'utilisateur a confondu des éléments de différents jeux ou inventé des détails en se basant sur des rêves ou des souvenirs flous. Les genres narratifs sombres sont rares dans les jeux de simulation agricole, mais pas inexistants. Certains Redditors pensent que l'histoire elle-même était une expérience sociale ou une tentative de créer une légende urbaine en ligne. Une minorité d'utilisateurs a avancé l'idée que le jeu pourrait provenir d'un réseau clandestin, bien que cela reste hautement spéculatif. Depuis, ce jeu fantôme est devenu une sorte de légende parmi les communautés de joueurs. Dans les débuts d'Internet, un site étrange présentait des photos censées révéler la construction d'une base massive pour un sous-marin en plein cœur de l'Amazonie brésilienne. Loin de tout plan d'eau, cette base intriguait par son emplacement isolé. Les photos, récupérées d'un appareil photo trouvé dans la jungle, auraient été jetées depuis un avion abattu après avoir survolé la région. Les images montraient un immense sous-marin en construction, d'une taille bien supérieure à ce qui était connu, ainsi que des installations complexes. La qualité granuleuse des photos ajoutait une dimension inquiétante au récit. Selon le site, ce sous-marin n'était pas conçu pour des fins militaires traditionnelles, mais comme une arche construite par les élites mondiales pour survivre à un cataclysme planétaire, probablement des inondations apocalyptiques. La thèse était soutenue par l'éloignement de la base et l'ampleur du projet, qui semblait démesuré et hors de portée d'un projet ordinaire. Les descriptions accompagnaient les images, expliquant les éléments visibles et leurs fonctions supposées, tout en renforçant l'idée d'un projet ultra secret. Ce site, actif dans les années 1990, a suscité un vif intérêt parmi les internautes explorant les premières vagues de contenu mystérieux en ligne. Son contenu, mêlant éléments visuels et narratifs, captivait par son ton affirmatif et ses détails techniques. Cependant, il a fini par disparaître complètement, sans archives accessibles, laissant derrière lui un mystère intact. Le récit a marqué les esprits par son atmosphère mystérieuse et son caractère troublant. L'idée d'un tel projet, documenté dans un cadre aussi inhabituel, continue d'éveiller la curiosité de ceux qui l'ont découvert à l'époque. Il reste une illustration frappante des débuts d'Internet, où les récits les plus étranges pouvaient captiver et laisser une empreinte durable. Le site en question, probablement intitulé Comment devenir un tueur en série.com ou quelque chose de similaire, est devenu une sorte de légende parmi ceux qui fréquentaient les coins les plus étranges et sombres de l'Internet au début des années 2000. Ce genre de contenu, bien que rare, semblait typique d'une époque où Internet offrait un anonymat presque total, permettant à des individus de publier tout et n'importe quoi, souvent sans réflexion sur les conséquences. Selon les descriptions, le site se présentait de manière assez directe, presque banale au premier abord, mais son contenu était profondément dérangeant. Il ne s'agissait pas d'un simple recueil de blagues morbides ou d'une fiction. Il détaillait, avec une froideur méthodique, des stratégies pour tuer des gens et échapper aux soupçons. Parmi les conseils qui auraient été présents sur le site, il était suggéré d'utiliser des zip-ties pour immobiliser une victime, car cela libérait les mains pour maintenir un contrôle physique. Une autre astuce mentionnait l'utilisation de dés pour choisir les caractéristiques des victimes, âge, sexe, origine afin d'éviter de créer un schéma identifiable, une méthode directement inspirée des principes des tueurs en série cherchant à échapper aux forces de l'ordre.
Ce qui rendait le site particulièrement troublant, c'était le ton de ses instructions, presque cliniques, comme s'il s'agissait d'un manuel éducatif. Il n'y avait, apparemment, aucun avertissement, satire évidente ou mise en contexte. Pour ceux qui sont tombés dessus, il n'était pas clair si le créateur croyait réellement en ce qu'il partageait, ou s'il tentait de choquer et d'attirer l'attention. Quelques semaines après sa découverte par certains internautes, le site a été retiré. À sa place, un message bref mais glaçant s'affichait: « Comment être un tueur en série à retirer Ben. Si vous êtes vraiment intéressé à tuer quelqu'un, pourquoi ne commencez-vous pas par vous-même » Ce message a été interprété de plusieurs manières. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un geste de remords du créateur, réalisant l'impact potentiel de son contenu. D'autres pensent que le site aurait attiré l'attention des autorités, menant à des pressions pour le fermer. L'existence même de ce site soulève des questions sur les motivations de son créateur. Était-il une personne profondément dérangée cherchant à diffuser ses idées? Était-ce un projet artistique ou une satire noire mal interprétée, conçue pour provoquer une réaction? Ou bien était-ce simplement une tentative de choquer pour attirer de l'attention, comme c'était souvent le cas sur des plateformes provocatrices comme styleproject.com, où de nombreux internautes partageaient des contenus extrêmes pour tester les limites de l'acceptable? Aujourd'hui, l'histoire de ce site a disparu dans les méandres d'Internet, comme tant d'autres reliques des débuts du web. Ce qui reste, c'est un souvenir troublant, une preuve des zones grises morales et éthiques qu'offrait Internet à une époque où les règles étaient encore mal définies. Les chaînes de lettres, puis de mails et de messages numériques, représentent un étrange phénomène de l'histoire d'Internet. Leur origine exacte reste floue, mais elle semble s'être adaptée à chaque nouvelle ère technologique, traversant les décennies sous des formes différentes. Ces messages avaient tous un point commun, un mélange de superstition, de pression sociale et de peur subtile qui poussait les destinataires à les partager. Mais pourquoi ces chaînes ont-elles émergé, et pourquoi ont-elles marqué une génération entière d'internautes? Les versions les plus anciennes remontent aux chaînes de lettres manuscrites, qui circulaient bien avant l'arrivée d'Internet. Elles promettaient chance et fortune à ceux qui les propageaient, tout en menaçant les briseurs de chaînes de malédiction ou de malheur. Lorsqu'Internet est devenu un outil accessible, ces messages ont muté, trouvant un nouveau public sur les plateformes numériques. Au début des années 2000, ils inondaient les boîtes mail avec des instructions comme « Envoyez ce message à 10 personnes dans l'heure pour recevoir une grande nouvelle demain » ou « Subissez 7 ans de malchance ». Certains intégraient des récits sinistres, comme celui d'une jeune fille fantôme qui viendrait hanter ceux qui ignoraient le message. Le mystère de ces chaînes réside dans leur persistance et leur efficacité. Pourquoi tant de gens, même sceptiques, ressentaient-ils le besoin de les transmettre? Certains disent que ces messages jouaient sur la peur primitive de ne pas tenter le destin. D'autres pensent qu'ils exploitaient un sentiment d'appartenance, incitant les destinataires à participer à une tradition numérique partagée. Mais plus étrange encore est leur disparition progressive. Elles ont commencé à s'éteindre à mesure que les internautes se sont familiarisés avec les mécanismes de manipulation et ont développé une méfiance envers ce type de contenu. Pourtant, une théorie humoristique circule aujourd'hui: toutes ces chaînes brisées auraient accumulé une sorte de mauvaise énergie, culminant dans les événements chaotiques de 2020. Cette idée, bien qu'absurde, illustre comment les chaînes ont laissé une empreinte culturelle durable, devenant une légende urbaine d'Internet. Elle.com était une énigme numérique, un site entouré de mystères qui a intrigué de nombreux internautes à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ce domaine, au nom évocateur, semblait être bien plus qu'un simple site web. Il était connu pour son design étrange, sa navigation volontairement confuse et son contenu cryptique. Beaucoup de ceux qui s'y sont aventurés ont quitté l'expérience avec plus de questions que de réponses. Le site n'était pas accessible comme un site ordinaire. Parfois, il nécessitait des invitations spécifiques pour entrer, ce qui lui donnait un air d'élitisme ou de secret bien gardé. Lorsqu'un visiteur parvenait à y accéder, il était accueilli par une interface obscure, souvent animée, qui ne ressemblait à rien d'autre sur le web à l'époque. La navigation semblait presque conçue pour désorienter, des pages sans explication, des chemins qui se perdaient dans des animations,
et des visuels étranges qui mélangeaient le surréalisme et la technologie. Il était difficile de comprendre si le site avait un but précis ou s'il s'agissait simplement d'une expérience artistique. Elle.com se présentait comme une colonie virtuelle privée ou un sanctuaire numérique réservé à une élite créative. Certains disent que le site servait de plateforme pour des artistes ou des projets d'avant-garde. À l'époque, il était souvent mentionné en ligne comme un lieu étrange et inaccessible, ce qui ne faisait qu'ajouter à son aura de mystère. Beaucoup pensaient qu'il cachait des secrets, tandis que d'autres y voyaient une simple performance visant à jouer avec les attentes des internautes. En réalité, il semblerait que Elle.com était principalement une expérience artistique. Il était lié à un collectif d'artistes numériques qui utilisaient le site pour explorer des concepts comme l'interactivité, l'isolement et la subversion des conventions du web. Cependant, cette explication n'a jamais été officiellement confirmée, et les créateurs du site sont restés discrets, alimentant les théories et spéculations. Le 4 janvier 2012, un message énigmatique fait son apparition sur un forum en ligne fréquenté par des amateurs de cryptographie. L'image, sobre mais intrigante, présente un fond noir sur lequel est inscrit en lettres blanches un message qui allait plonger des milliers de personnes dans un mystère sans fin. Bonjour. Nous cherchons des individus hautement intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Il y a un message caché dans cette image. Trouvez-le, et cela vous mènera sur le chemin pour nous trouver. Nous attendons ceux qui réussiront. Bonne chance. Le message est signé d'un nom qui deviendra légendaire dans les coins les plus obscurs d'Internet, Cicada 3301. Aucun contexte, aucun indice supplémentaire. Pourtant, cette simple invitation déclenche une tempête parmi les internautes, particulièrement ceux fascinés par les défis intellectuels et les mystères. Très vite, les plus curieux découvrent que l'image elle-même contient des métadonnées dissimulées. En explorant ces données, ils trouvent un code que l'on peut décrypter en appliquant des techniques de cryptographie avancées. Une fois le code résolu, il renvoie à une URL qui contient une autre énigme. Mais ce n'est que le début, chaque solution ne mène qu'à un défi encore plus complexe, une série de portes qui s'ouvrent sur d'autres énigmes, avec une sophistication croissante. Les participants se retrouvent plongés dans un labyrinthe où se croisent cryptographie, mathématiques, littérature ancienne et références obscures. Un poème de William Blake, une citation tirée d'un texte gnostique, ou encore un extrait du Liber à Elvel de Crowley, chaque élément semble choisi pour défier l'esprit tout en cultivant un sentiment de mystère presque mystique. L'esthétique même de Cicada 3301 évoque quelque chose de plus qu'un simple jeu. Ce n'est pas qu'un défi intellectuel, c'est une quête de sens. Au fil des semaines, les énigmes prennent une tournure plus étrange. Certaines solutions demandent non seulement des connaissances en informatique ou en cryptographie, mais aussi une certaine créativité. Les participants doivent assembler des pièces d'un puzzle mondial. Des indices sont disséminés physiquement dans plusieurs villes à travers le monde. À Tokyo, Sydney, Varsovie, Paris, Seattle et d'autres métropoles, des affiches ornées d'un QR code sont placardées dans des lieux spécifiques. En scannant ces codes, les joueurs accèdent à de nouvelles étapes de la quête. Ce n'est plus seulement un défi numérique, c'est une chasse au trésor global. Les forums et communautés en ligne deviennent les centres nerveux de cette quête. Des groupes de réflexion se forment, partageant idées et théories, tout en tentant de résoudre chaque étape. Mais Cicada 3301 a tout prévu, leurs énigmes sont conçues pour décourager le travail collectif. Certaines étapes exigent un niveau d'engagement individuel qui force les participants à avancer seuls. La communauté d'Internet est en effervescence, mais les questions restent nombreuses. Qui est Cicada 3301 ? Pourquoi lance-t-il ces énigmes ? Quel est le prix à la clé ? Les spéculations vont bon train. Certains y voient une agence gouvernementale, comme la CIA ou la NSA, testant de nouveaux talents pour des missions secrètes. D'autres pensent qu'il s'agit d'une société secrète, une sorte de confrérie élitiste cherchant à recruter des esprits brillants pour un projet mystérieux. Une théorie plus sinistre évoque un groupe de hackers cherchant à exploiter les compétences des gagnants pour des cyberattaques ou des activités criminelles. Mais aucune preuve n'émerge pour étayer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le défi s'arrête.
Les participants ayant atteint les dernières étapes reçoivent un dernier message cryptique, vous avez démontré que vous êtes digne, mais ce n'est que le début. Cependant, aucune explication, aucune récompense, aucun contact direct ne suit. Certains affirment avoir été invités dans un espace privé pour poursuivre une collaboration avec Cicada, mais ces récits restent flous et invérifiables. Un an plus tard, en janvier 2013, un nouveau message signé Cicada 3301 apparaît. Une nouvelle série d'énigmes débute, encore plus complexe que la précédente. Puis en 2014, une troisième tentative se lance, mais cette fois, elle est interrompue, laissant la communauté perplexe. Peu à peu, le mystère s'épaissit davantage. Des années après, Cicada 3301 reste une énigme. Les experts en cybersécurité, les passionnés de cryptographie et même les amateurs de théorie du complot continuent de spéculer. Est-ce une organisation cherchant à repousser les limites de l'intelligence humaine? Une expérimentation sociale? Ou simplement une farce savamment orchestrée? Le mystère demeure entier, car personne, à ce jour, n'a pu prouver qui se cache derrière Cicada 3301 ni ce qu'il cherche véritablement à accomplir. Et c'est là toute la beauté de ce mystère, comme un miroir, il reflète les obsessions, les rêves et les peurs de ceux qui s'y plongent. Cicada 3301 n'est pas seulement une série d'énigmes, c'est une légende de l'ère numérique, une énigme qui continue de défier le monde avec une question simple mais insondable. Pourquoi? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.